Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième webinaire, deuxième rendez-vous sur 6 prévu par l'Office du tourisme Calvi-Balagne en préparation de son festival Green Horizons qui aura lieu au mois d'octobre sur l'île de Beauté. Aujourd'hui, nous allons parler artisanat, nous allons discuter adaptation, changement climatique, territoire. S'il y a une bonne nouvelle peut-être dans la période que nous sommes en train de vivre, c'est la revalorisation du travail des artisans, le lien revalorisé à nos circuits courts, à nos territoires. Et dans le même temps, nos artisans sont aussi confrontés en première ligne au changement climatique, à la raréfaction de la ressource et à tout un tas d'enjeux et de contraintes qui vont nous obliger à la fois à nous adapter, puis peut-être même à nous réinventer. Donc aujourd'hui, avec nous, nous aurons 4 invités qui vont partager leurs pratiques, leurs visions. Et nous aurons ensuite, en fin de webinaire, nous sommes ensemble pour à peu près 1 heure, une possibilité d'échanger avec eux. Je vous propose de leur donner dans un premier temps la parole, que je me permettrai de faire circuler entre eux. Et ensuite, nous aurons un temps d'échange avec vous qui êtes ici en train de nous écouter. Donc avec nous aujourd'hui, nous avons Marc Andrea Acquaviva du domaine Altiprat, pardon pour la prononciation, je pense que Marc le dira bien mieux que moi. Ça va très bien, ça va très bien. Merci Marc. Alors nous avons aussi Émilie Borel-Berta qui est oléicultrice du domaine Emula Oltremonti. Je ne sais pas si la prononciation est bonne, Émilie. Parfait, c'est parfait. Super. Charles Guiriec, fondateur de Poiscaille, qui nous racontera un petit peu, même beaucoup, j'espère, sa démarche et la nécessité aussi de prendre en compte les enjeux de la mer dans nos réflexions sur les territoires. Et enfin, Mathilde Bernasconi, de la plateforme We Can Do, qui met en lien des artisans, de nombreux artisans et le grand public. Donc, nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Et puis, j'ai envie de commencer avec vous, Marc Andrea, puisque vous êtes la 3e génération sur ce domaine qui est le vôtre. Et vous êtes un petit peu en avance, j'ai envie de dire, sur un certain nombre de pratiques. Vous avez expérimenté un certain nombre de choses. Donc, nous sommes dans le témoignage avec vous. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux des problématiques auxquelles vous êtes confrontés en viticulture et puis de manière plus globale en agriculture aujourd'hui, et puis ce que vous avez commencé à mettre en œuvre sur votre domaine? Il faut allumer le micro, du coup. Hop, pardon, excusez-moi. Voilà, C'est mieux comme ça me fonctionne mieux comme ça. Oui, tout à fait. Bonjour, d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Je vais essayer d'être un petit peu concis, parce que je crois savoir qu'on a 10 minutes, un quart d'heure chacun pour pouvoir faire un petit peu le tour, et il y a beaucoup à dire. Donc, moi, comme vous l'avez dit, j'interviens aujourd'hui en ma qualité de vigneron au domaine Alziprat. Alors, le domaine Alziprat, c'est d'abord un domaine viticole qui existe depuis les années 60. Qui a été créé par mon grand-père, vous venez de le dire, et qui cultive aujourd'hui une 50aine d'hectares de vignes en agriculture biologique et en appellation Corse-Calvi. Nous sommes majoritairement des producteurs de rouge, puisqu'on produit cette année 56% de rouge, et puis sur la deuxième moitié restante, on va faire 2 tiers de blanc pour 1 tiers de rosé. Voilà, ça c'est pour l'identité générale. Le secteur de l'appellation Corse-Calvi sur lequel on se trouve, en Balagne, fait partie des secteurs viticoles où on enregistre des températures moyennes parmi les plus hautes de l'île, et la pluviométrie peut être la moins généreuse aussi. Donc, cette caractéristique-là, elle a tendance à exacerber un petit peu le phénomène du réchauffement climatique, ou en tout cas l'impact que l'on peut observer, et de fait nous positionne un peu en première ligne vis-à-vis de cette problématique-là. Donc, vous parliez d'être un petit peu en avance. Je ne considère pas qu'on l'est tout à fait. On est aussi dans une logique de réaction, je dirais, pour survivre, avant de vraiment anticiper les problèmes. Alors, aujourd'hui, ce contexte climatique-là, comment ça se traduit à la vigne? On a globalement des vignes, de par l'intensité du stress hydrique, vont être moins aptes à résister aux maladies, donc on a une mortalité qui est un peu plus importante. Et puis, si on se concentre uniquement sur la récolte, on va avoir une perte de récolte
et en quantité et en qualité. Alors, ce qui se passe exactement, c'est que la vigne va venir ponctionner l'eau qu'elle avait stockée dans les baies de raisin au moment de la maturité. Et donc, on va observer un flétrissement du fruit, où on va avoir une concentration du sucre et donc du potentiel d'alcool, vu que nous, c'est un paramètre qu'on surveille beaucoup dans le cadre de la production de vin. Et ce phénomène-là a lieu sur un fruit qui n'est pas mûr. Donc, on a une perte de jus effective qui va impacter directement le rendement, et on a une concentration du sucre et un équilibre aromatique qui n'est pas au rendez-vous vis-à-vis de la maturité. Donc, on a un effet négatif sur la production du vin. Bon, ça, c'est un phénomène qui a tendance à s'accélérer, à arriver de plus en plus tôt dans l'année, puisque quand je prends le cas de vendange de mon père, début des années 2000, les vendanges commençaient autour du 15 septembre. Nous, aujourd'hui, on est plutôt autour du 10 août. Voilà, je connaîtrai certainement un jour les vendanges au mois de juillet, malheureusement. Et donc, dans ce contexte-là, nous, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions pour savoir comment est-ce qu'on peut réussir, d'abord, dans une première phase, d'essayer de préserver l'existant, de ce qui nous a été légué par les générations précédentes, et puis, d'autre part, comment est-ce qu'on imagine la viticulture de demain. Sur la première problématique, on travaille depuis quelques années maintenant avec le CRVI, qui est le Centre de recherche viticole corse, qui est un centre de recherche qui émane de la filière viticole corse, et avec lequel on a mis en place différentes modalités à la vigne pour essayer de limiter un petit peu ce phénomène de flétrissement. Alors, on s'est concentré surtout sur le cépage Chacarrero, qui est peut-être le cépage roi en Corse, en tout cas pour une bonne partie des rosés et des rouges, et qui est aujourd'hui le plus sensible vis-à-vis de ce contexte-là. On a essayé de trouver certains éléments de réponse en travaillant avec du paillage, par exemple, pour essayer de garder les zones, je dirais, plus humides au niveau du sol. On a essayé de limiter un petit peu l'ensoleillement, l'impact de l'ensoleillement en créant de l'ombre portée. Alors là, on l'a fait de façon artificielle en positionnant des filets qui sont normalement des filets qui sont pensés pour lutter contre la grêle, mais en choisissant un maillage différent, on a un effet opacissant qui nous permet de créer un microclimat sur la vigne. On essaye de décaler un petit peu le stade végétatif en taillant à des périodes différentes pour faire arriver le raisin à maturité à une période différente encore. Bon, voilà, tout un tas, je dirais, de panels qui ont été mis en place pour essayer de trouver des briques de réponse qui puissent nous permettre de sauvegarder le vignoble historique. Voilà. Ça, c'est une partie, je dirais, de la recherche. Et puis, la deuxième partie de recherche, elle consiste à un petit peu essayer de trouver les nouveaux terroirs de demain, puisque, pour rappel, nous sommes dans une appellation, donc on correspond à un cahier des charges qui a été écrit. Ce cahier des charges-là, il définit géographiquement les terroirs identifiés comme étant qualitatifs quand ces cahiers des charges-là ont vu le jour, c'est-à-dire dans les années 70. Donc, avec un climat des années 70. Donc aujourd'hui, on peut légitimement, 50 ans plus tard, remettre en cause un petit peu cette classification du foncier là. Et donc, c'est ce qu'on fait en allant chercher des zones, pour une part d'abord, qui sont exposées un peu plus au nord, un peu plus à l'est. Donc, on va trouver une température moyenne journalière qui va être un petit peu plus clémente, sans forcément impacter sur la pluviométrie. On a une température moins importante, ce qui est déjà intéressant pour nous parce que la plante, pour lutter contre la chaleur, elle va transpirer. Elle va faire, et donc, cette eau-là qui va être sur les feuilles, elle va s'évaporer et donc, on va avoir une évapotranspiration qui va être importante et qui va contribuer à assécher la plante. Donc, diminuer la température, c'est déjà sauvegarder un petit peu d'eau pour la plante. Et puis, on a évidemment pensé à monter un petit peu en altitude. Donc ça, c'est un projet sur lequel on travaille avec mon père depuis maintenant 3 ans. On a une réflexion tout basique, et de se dire qu'on estime qu'environ on perd 0,7 degrés Celsius de température moyenne annuelle tous les 100 mètres d'altitude. Donc, essayons de monter un peu plus en altitude pour trouver des climats un peu plus cléments. Donc, après 3 années de recherche sur des terroirs qui puissent être intéressants et pour trouver des espaces exploitables d'un point de vue agronomique, on a fini par jeter notre dévolu sur la région du Djonssagne, qui est la région qui est vraiment, je dirais, limitrophe à la Balagne, où les 2 villages principaux sont Olmicapella et Pioggia. Là. Et donc, on a fini par planter une vigne au mois de mars, début mars de cette année, qui, elle, va se trouver du coup à 820 mètres d'altitude, ce qui est une altitude qui est plutôt importante parce que ces altitudes-là
Même en France, on ne retrouve pas beaucoup de vignes. Dans les Alpes, il y en a très peu. On va retrouver surtout dans les Pyrénées pour monter à ces altitudes-là. Pour rappel, la Suisse, le record, c'est 950 mètres. Donc, on n'est pas très loin en dessous des records d'altitude suisse. Donc, on est quand même relativement haut. Et où là, on va essayer de trouver effectivement des climats qui soient plus cléments. Alors, on ouvre d'autres problématiques, ceux du gel et de la grêle, par exemple, mais chaque chose en son temps, d'abord. Et donc là, on rentre clairement dans une phase expérimentale. Voilà. Ça, c'est un projet qui est plutôt en interne. On ne dépend pas d'un organisme de recherche. Même si on est accompagné sur le sujet par un laboratoire privé, mais je dirais c'est une initiative privée sur cette démarche-là. Voilà. Donc aujourd'hui, on a, je dirais, un panel de recherches qui sont, je dirais, dirigées sur la préservation de la qualité et de la quantité, ce qui est, je dirais, un secteur particulier de l'adaptation au réchauffement climatique. D'une autre part, il faut, à mon sens, pour être complètement cohérent, aussi réfléchir à comment avoir une exploitation qui est la moins impactante possible sur le climat, puisque c'est bien beau de vouloir s'adapter au climat en 2050, mais si on continue à aggraver le système et que dans 2100, il faut réinventer notre système, ce n'est pas l'objectif. Donc, parallèlement à ça, on met aussi beaucoup de choses en place au domaine aujourd'hui pour essayer d'être le moins impactant possible. Alors, il y a des gestes liés à la production qui sont tout simplement de l'ordre de l'agroécologie, où aujourd'hui, on va essayer de retrouver une logique de polyculture dans un lieu donné. Il faut arrêter le système monocultural tel qu'il a été designé dans la deuxième moitié du siècle dernier et qui a très rapidement montré ses limites. Et puis, même à la production à la cave, c'est une réflexion quotidienne sur la gestion de l'eau. Donc, aujourd'hui, au domaine, on récupère tous les effluents de la cave qui sont filtrés et qui sont réutilisés pour arroser les jardins qui sont autour du domaine. Donc, le même litre d'eau qui est utilisé dans la production de vin, il est utilisé après, derrière, pour nourrir, je dirais, le paysage du domaine. Donc, on a une double utilisation pour le même litre d'eau. On a une réflexion sur le packaging, puisqu'on va utiliser des bouteilles qui sont plus légères, ce qui permettra de sauvegarder un peu de carbone et à la production de la bouteille et au transport de celle-ci. Et puis, en poussant, je dirais, la problématique jusqu'au bout, on va jusqu'à réfléchir à notre organisation commerciale, puisque quand je suis arrivé sur l'exploitation, on était un domaine qui vendait aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon. Et donc, le grand export, tout de suite, fait exploser l'impact carbone de la bouteille individuelle. Donc, pour être vraiment, je dirais, logique jusqu'au boutiste dans la démarche, on est aujourd'hui dans une remise en cause de ces marchés-là, où on essaie de se concentrer sur le marché français et tout du moins du marché européen. C'est quelque chose qui est long, qui est compliqué à mettre en place, mais qui se fait petit à petit, année après année, mais qui a un impact assez important, je dirais, sur la finalité du produit. Super. Si des vignerons nous écoutent, peut-être que tout à l'heure, ils auront des questions pour vous. Avec Dans grand ce que plaisir. vous proposez comme panel, vous avez notamment mentionné la monoculture, l'agroécologie, la présence de l'arbre dans les parcelles. Là, c'est quelque chose que vous m'avez dit au téléphone plus tôt hier, à la Oui. fois sous forme de haies, à la fois des expérimentations au sein même des parcelles. Et ce qui m'amène aussi à penser que vous êtes sur un domaine qui est assis sur une certaine surface. Vous pouvez expérimenter des migrations, ce que ne peuvent pas toujours des vignerons qui seront peut-être sur des surfaces plus petites ou contraints sur des territoires. Et ça nous amène à penser peut-être plus collectivement aussi les enjeux de ce que vous êtes en train de vivre. Et là-dessus, c'est Émilie Borel-Berta qui proposait d'intervenir et de partager sa vision du nécessaire travail plus politique quelque part sur les filières. Émilie, peut-être présentez-nous d'abord votre travail au moulin et ensuite, ça m'intéresserait de réentendre publiquement ce que vous avez partagé avec moi hier. Et il faut allumer le micro aussi. Merci. Alors, donc, je m'appelle Émilie Borel. Je suis donc oléicultrice et gérante d'un domaine sur la côte est de l'île, au-dessus d'Aléria. Donc, on a une propriété de 35 hectares sur lequel nous avons planté 15 hectares. Alors,
c'est un domaine qui est assez jeune puisque nous avons planté en 2008 après un long travail de reproduction des variétés locales, notamment la Germana et la Sabine, qui est aussi de Balagne. La Germana étant plutôt du centre Corse. Et nous avons aussi d'autres variétés méditerranéennes dans nos vergers. Nous avons notre moulin, donc c'est un moulin moderne avec des innovations léicoles récentes. Et donc, évidemment, nous faisons de la plante jusqu'à la bouteille, tout le circuit. Nous faisons notre propre commercialisation. Donc, c'est vraiment une entreprise familiale qui est née en 2008 et qui, à partir de, on va dire, 2016, a été reconnue à l'international pour aboutir ces dernières années à être 10e meilleure huile du monde et l'année dernière, 3e. On doit être l'huile la mieux primée française à travers le monde. Et ça, c'était un grand défi, puisqu'on s'était dit depuis le début, puisque nous avons planté, nettoyé, aménagé, repensé et construit notre moulin et le domaine en visant bien évidemment la qualité et bien entendu le terroir, dans le sens où notre but n'est pas né d'une, on va dire, d'une idée qui est liée aux enjeux actuels, mais ça fait partie de l'oléiculture. L'oléiculture, c'est l'olivier. C'est un arbre qu'on plante une fois et pour des générations à suivre. Donc, on est dans l'obligation, un peu comme des enfants, de penser à son avenir, de bien le penser. C'est pas quelque chose qu'on va planter et puis ensuite arracher. Ça, c'est pas possible. D'ailleurs, depuis la nuit des temps, dans le code babylonien, ainsi que le code Napoléon, etc., et même à Athènes, toute personne qui arrachait un arbre était punie, voire de mort, des fois. Et donc, c'est bien ancré qu'un olivier est, on ne peut plus, l'arbre par excellence du développement durable. Parce que normalement, on le plante une fois et c'est pour des générations et des générations. Voilà. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que la problématique auquel nous faisons face tous maintenant est une problématique qui se pose déjà lorsqu'on est oléiculteur. Donc, on a ça dans le sang, on va dire, dans l'ADN, si on est méditerranéen. Voilà. Il faut savoir que l'oléiculture aujourd'hui, en France, c'est la production équivaut à peu près à 3% de notre propre consommation. Ce qui veut dire qu'elle est en déclin total. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis des années. Malgré que l'arbre soit un grand symbole, et surtout, c'est un arbre qui, enfin, c'est une production, on va dire, qui est complètement en accord avec nos préoccupations d'aujourd'hui. Malheureusement, elle n'est pas du tout respectée. Pourquoi ? Ça, c'est à définir, mais c'est vrai que je parlais des politiques agricoles, elles ne vont pas du tout dans le sens de l'oléiculture. C'est vrai que l'oléiculture est en concurrence sûrement avec les problématiques de construction et autres pour les vacanciers, etc. Mais cela dit, la problématique principale, c'est que globalement, il y a un désert au niveau de l'agriculture. Alors, je parlais que pour la France, mais en vérité, c'est beaucoup plus large que ça, c'est l'Europe. Hein. Aujourd'hui, l'Europe n'a pas du tout, malgré son discours, décidé de faire quelque chose d'extraordinaire sur sa politique agricole commune. Et sur l'olivier, c'est un désastre total. La filière elle-même est vieillissante. Ce sont surtout des petits domaines familiaux et donc généralement les aides ou les aides structurantes ou quoi sont faites pour des cultures beaucoup plus importantes et notamment celles qui sont concurrentes comme le colza ou le tournesol. À savoir que pour ces cultures-là, il faut beaucoup plus d'eau d'ailleurs puisqu'on les plante et on les replante et surtout que pour les traiter, c'est-à-dire pour en faire de l'huile, il faut 10 fois plus d'eau que pour l'olivier. Il faut savoir que la production de l'huile d'olive, c'est vraiment l'extraction de l'huile qu'il y a dans l'olive.
pour être du vierge extra. D'ailleurs, c'est marqué sur la bouteille. Il faut juste fabriquer par des procédures mécaniques, c'est-à-dire on ne raffine pas. Toutes les autres huiles végétales sont issues de produits, d'une production qui inclut des traitements et un raffinage, c'est-à-dire plus d'eau, plus de produits pétrochimiques, mais ça, c'est quelque chose dont on ne fait pas cas. Donc, l'olivier qui, lui, perdure et est témoin de toutes ces choses-là depuis des lustres, reste dans son silence, mais il est complètement pas du tout respecté, alors que c'est la plante par excellence qui va avec nos préoccupations d'aujourd'hui. Donc, c'est vrai que, comme je vous ai dit, j'ai regardé un petit peu les politiques qui se font et je salue beaucoup le travail de Marc-Andrea parce que toutes ces préoccupations auxquelles l'agriculteur fait face, il le fait dans son domaine seul. Il n'y a aucune aide structurante. Et quand je parle d'aide, je ne parle pas simplement de financement, je parle de penser à comment faire une agriculture aujourd'hui. Tout l'effort est posé sur les épaules de l'agriculteur. Moins d'intrants, et d'ailleurs vous le voyez dans les aides, si vous mettez moins de pesticides, moins d'herbicides, vous allez recevoir des aides qui vont… Oui, d'accord, mais l'eau, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons gérer. L'eau, par exemple en Corse, il faut savoir qu'il y a énormément d'eau. Il y a des millions de litres d'eau qui partent à la mer. Ça, c'est quelque chose que l'agriculteur lui-même ne peut pas gérer. Ça, c'est quelque chose qui doit être géré par les politiques. Vous voyez ? Rapidement, Marc-Andrea, est-ce que cette question d'ordre structurel vous parle également? Parce qu'elle appelle aussi à une réflexion sur la manière dont vous, artisans, agriculteurs, pouvez vous relier en fait sur des territoires pour peut-être aussi agir plus collectivement. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle? Oui, alors à la différence de la filière de l'huile d'olive, la filière viticole aujourd'hui en Corse, elle est quand même assez bien structurée. C'est peut-être même la filière agricole qui fonctionne le mieux avec peut-être celle de la clémentine, tout simplement parce que ce sont des produits aujourd'hui sur lesquels il y a de la valeur ajoutée. Et donc, on a globalement des structures agricoles qui sont de plus en plus compétentes, de plus en plus techniques, qui font des investissements en interne et aussi dans, je dirais, une logique de groupe pour pouvoir avoir la réflexion de groupe et créer des outils collectifs. Le CERVI dont je parlais tout à l'heure, le Centre de recherche viticole Corse, c'est une émanation de la filière qui prend en charge des problématiques liées à la filière pour faire de la recherche. Donc, on a un exemple avec la filière viticole de ce que peut faire une filière et le pouvoir qu'elle peut avoir quand elle est structurée et quand elle est suffisamment, je dirais, engagée. Mais il est clair que ça reste des outils qui émanent des acteurs de terrain. Tant que les producteurs eux-mêmes ne se mettent pas autour d'une table et décident ensemble de ce qui est positif et des cadres qu'il faut poser dans le cadre de la production qui la concerne, il paraît compliqué d'avoir un acteur externe. Tous les exemples que l'on a d'acteurs externes qui essaient d'imposer à une filière une logique de groupe et de compétences, je dirais, de groupe, il n'y a eu que des échecs. Voilà. Donc, il faut vraiment que ce soit une émanation de la part des producteurs eux-mêmes qui, à un moment donné, décident de se structurer, de se mettre ensemble autour de la table pour réfléchir collectivement. Voilà une belle idée d'initiative pour le festival Green Horizon et en parallèle pour les professionnels peut-être de proposer des rendez-vous. Je lance un petit peu les bouteilles à la mer et puis puisque l'heure tourne justement, on va se tourner du côté de la mer et on va continuer à parler aussi structurel finalement filière parce qu'avec Charles Guiriac, donc fondateur de Poiscaille, qui va nous expliquer un petit peu sa démarche, son engagement et ce que propose Poiscaille, on est vraiment au cœur de ces questions de filière et de liens sur les territoires entre, alors là pour le coup ce ne sont plus des producteurs mais des pêcheurs et puis le grand public. Charles, bienvenue. Est-ce que vous pouvez du coup assez rapidement, malheureusement comme l'ont pu faire les autres, nous présenter un petit peu vos engagements chez Poiscaille? Avec plaisir, merci. Donc en fait, Poiscaille, on se définit comme la version marine du panier de légumes. Donc on achète aux pêcheurs pour vendre aux consommateurs directement via un site internet qui est poiscaille.fr. Un poisson qu'on prétend frais, durable et éthique. Comme tous les gens qui vendent du poisson, personne n'osera dire l'inverse quand ils vendent du poisson. Et en fait, derrière ces notions, moi, que je trouve toujours un peu floues et assez souvent galvaudées, nous, on a voulu mettre des critères précis qui correspondent à nos engagements quotidiens dans tous les produits qu'on achète.
un autre engagement qui n'est pas vu, c'est qu'on n'achète que du poisson français et que du poisson sauvage, alors qu'en France, on consomme 2/3 de produits de la mer importés et je pense au global la moitié du poisson d'élevage. Quand je vous parle de fraîcheur, donc chez Poiscaille, c'est 72 heures max entre la pêche à bord du bateau et la remise au consommateur. On ne voit jamais aucune date sur un étal de poisson. Quand je parle de durabilité, c'est un engagement sur les techniques de pêche. Donc, on travaille avec des techniques dites douces. En creux, on bannit tout ce qui est chalut et drague. Donc, on a très peu de langoustines, par exemple, chez Poiscaille, parce qu'elles sont essentiellement pêchées au chalut et malheureusement, à part un petit peu en Méditerranée, très minoritairement au quasi. Donc, il y a des espèces comme ça qu'on va s'interdire pour aller se concentrer sur les espèces qui sont pêchées avec des pratiques qui ont, de notre point de vue, pas d'impact sur les fonds, qui ne rejettent pas de poissons morts à la mer et qui émettent le moins possible de CO2. Et de même sur l'éthique, l'idée, c'est surtout la rémunération des producteurs. Nous, chez Poiscaille, on s'engage à payer 20% de plus que le prix du marché. Et la bonne nouvelle, c'est que c'était le seul critère qu'on ne maîtrisait pas, mais grâce à l'INRA qui a étudié nos prix, on se rend compte qu'on est plutôt à 40 à 60% de plus que le marché. Grâce à ce fonctionnement en circuit court, on peut, en réduisant le nombre d'intermédiaires, pouvoir donner un peu plus aux producteurs. Voilà, aujourd'hui, Poiscaille, c'est 20 000 abonnés partout en France qui nous permettent de soutenir 250 pêcheurs français répartis sur toutes les côtes. On a encore du mal à se connecter aux poissons corse en frais, mais on a les conserves et les fumaisons de Sébastien Rialan avec Marie Goustou. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est ce point-là, moi, qui me paraît le plus important chez Poiscaille, c'est la rémunération des producteurs. Alors, au-delà des engagements qui sont forts et qui viennent de nous être décrits, souvent la difficulté, c'est oui, on voudrait que tout le monde fasse comme Émilie et Marc-Andrea, mais au final, il n'y a pas forcément la rémunération derrière. On voit les récentes manifestations qu'on a pu connaître là dans la filière pêche. Moi, c'est assez marquant, hein, les sujets qui ont été évoqués, donc les problèmes du prix du carburant, le problème du chalutage et le problème des captures de cétacés sont exactement les sujets que j'ai abordés ou traités au tout début de ma carrière, il y a une quinzaine d'années, et où j'ai travaillé dans différentes instances, notamment au ministère, où les sujets étaient à peu près les mêmes. Et je pense qu'une clé là-dedans, c'est la rémunération du producteur, c'est-à-dire que pour permettre toutes ces adaptations, cette survie dans des pratiques engagées et la pérennité de ces pratiques, en fait, dont on voudrait qu'elles soient la norme mais qui malheureusement ne le sont pas, il faut que les producteurs gagnent plus d'argent parce que c'est grâce à ça qu'ils pourront maintenir leurs pratiques. Nous, aujourd'hui, on a pas mal de pêcheurs chez Poiscaille qui disent on est encore là parce que vous êtes là, parce que vous nous garantissez des prix plus élevés toute l'année, quels que soient les volumes qu'on attrape, et vous êtes au rendez-vous, grâce à nos consommateurs qui garantissent le débouché du poisson. Et également, on a des pêcheurs qui aujourd'hui s'installent sur des modèles beaucoup moins intensifs en capture de poissons, parce qu'ils savent que derrière, Poiscaille peut leur permettre de valoriser des faibles prises à bon prix toute l'année. Et je pense que c'est la clé aujourd'hui. Quand on a préparé ce webinaire, Charles, vous partagez quelque chose qui est assez contre-intuitif pour ceux qui ne connaissent pas bien le monde de la pêche, qui est en termes de circuit court. Vous me disiez que parfois, les populations qui habitent au bord des côtes n'ont pas forcément un accès direct aux pêcheurs et aux poissons frais. Il existe évidemment quelques marchés encore. Avec Marc-Andrea et Émilie et l'Office du tourisme de Calvi-Balagne, on voit qu'il y a un vrai travail sur les territoires de revalorisation des artisans, de ceux qui sont présents. En termes de pêche, c'est beaucoup moins intuitif. Vous me disiez par exemple qu'à Marseille, vous étiez étonné du nombre d'abonnés qui font appel à Poiscaille. Comment est-ce qu'on pourrait travailler localement sur les territoires, sur la revalorisation de ces circuits-là ? C'est une bonne question. Si la première, moi, que je vois, je faisais le parallèle. Alors, il faut savoir, hein, à la pêche, on a 4500 navires de pêche en France métropolitaine, Corse inclus, alors qu'on a, je ne sais pas combien de viticulteurs rien que sur l'île, mais je pense qu'on en a au moins plusieurs milliers. Je ne sais pas si je dis une grosse bêtise ou pas, mais je pense ça fait un peu beaucoup. C'est pas autant que ça. Ok. Il y a 120 vignerons, 100 caves particulières, et à cela, vous rajoutez 200 coopérateurs. Donc, il y a 350 viticulteurs sur l'île.
Et en Alors, si Viti, on, pardon, et Émilie, au niveau des moulins et de l'huile d'olive, vous êtes combien sur l'île? Avec un micro, avec un micro. Pourquoi j'oublie. Alors donc il y a la coopérative de Balagne qui rejoint beaucoup d'oléiculteurs récoltants, mais la chose c'est que ce sont des toutes petites structures. L'oléiculture c'est vraiment des micros, c'est 1 hectare, 2 hectares, vous voyez. Donc on va dire que ça se compte sur les doigts d'une main les oléiculteurs qui ont, on va dire, quelque chose de plus conséquent. Et généralement, par exemple, je vous donne l'exemple, je suis la seule oléicultrice qui ne vit que de son oléiculture. Là, tous les autres font autre chose aussi. Et c'est pour cela que ce n'est pas facile, vous voyez. Du coup, Charles, je vous ai oui. interrompu parce que vous aviez un Et objectif. donc, alors, le chiffre que j'utilise moi habituellement, c'est 4500 entreprises de pêche en France et 450 000 exploitations agricoles. Donc, la différence, elle est quand même nette. Et donc, pour permettre un meilleur accès aux poissons, aujourd'hui, il manque deux choses. Des facilités d'achat, donc des lieux de vente qui ne sont pas forcément faciles à implanter, où on voit des producteurs qui arrivent à se débrouiller en bord de mer, à l'arrière de la maison familiale, pour monter dans le garage un petit étal de vente et tout. Et donc là, sur les ports, il y aurait moyen, c'est ce qui se fait prochainement à Bastia, je crois, pour un marché aux poissons qui va être installé. Je pense que c'est une excellente initiative pour permettre assez librement à des producteurs, quand la pêche est là et elle n'est pas forcément régulière, de pouvoir se connecter aux consommateurs. Et la deuxième chose qui serait, moi, qui me paraît intéressante, c'est de s'inspirer de ce qui se fait en élevage, où en fait, en élevage aujourd'hui, on a des abattoirs publics où un éleveur peut amener ses bêtes et ressortir quelques heures ou quelques jours plus tard avec des morceaux de viande sous vide, avec une découpe, une DLC, etc. Et ça, alors nous, ça nous dérangerait presque, mais je préfère que ça arrive parce que c'est ce qui fait que Poiscaille marche aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, un commerce bio, direct producteur qui est engagé arrive à sourcer beaucoup de produits. Et il peut trouver notamment le fameux veau corse tigré sous vide qu'il va réussir à avoir et à présenter dans ses rayons. Par contre, pour avoir du poisson frais sous vide, hormis le pavé de saumon norvégien et le dos de cabillaud norvégien peut-être congelé en Chine, il n'aura pas grand-chose à proposer. Et donc, un service de découpe et de conditionnement de poissons, je pense, serait une excellente solution inspirée de ces abattoirs publics, avec en plus la nécessité des pouvoirs publics parce que ces structures-là ne tourneraient pas forcément très régulièrement. Donc, il faut avoir la capacité à tourner d'une manière ponctuelle quand la pêche est intense, mais parfois, il y a plusieurs jours, plusieurs semaines sans pêche. Et je pense que le dernier point, c'est ce qu'on disait, Nelly, quand on préparait ça, c'est peut-être pas s'interdire certaines pratiques. Moi, je pensais à la surgélation, qui en fait permettent de compenser ou encaisser les pics de pêche et pouvoir s'adapter aux pics de consommation parce que souvent, en fait, ils ne sont pas du tout liés. En gros, souvent, en bord de mer, les pics de consommation, c'est l'été, mais les pics de pêche, c'est plutôt l'automne et l'hiver, quand le poisson bouge beaucoup à cause du temps. Et c'est ce qu'on voit, ce que fait Damien Muller à Saint-Florent, avec ses poissons et ses thons abattus là, avec cette fameuse méthode Ikejime, qui sont surgelés dans des conditions extrêmement exigeantes, mais ce qui lui permet de pêcher au printemps des thons, de les stocker jusqu'à l'été et de les vendre dans son restaurant tout au long de l'été avec une qualité qui est irréprochable et même, je pense, souvent supérieure à du frais peut-être mal travaillé et mal conditionné. Ce que vous proposez, ça me fait penser à… Vous parlez de saisonnalité. En fait, il n'y a pas toujours la même pêche. Donc, il y aura un outil de production en marche à certains moments. Et puis, à l'arrêt, à d'autres moments, ça pose la question de la mise en commun aussi des outils de transformation. Alors, pas forcément de production, mais de transformation à minima. Ça se fait à certains endroits. Vous, Émilie et Marc-Andrea,
Alors je sais que les moulins justement font aussi de l'huile pour tous les environs. Au niveau de la viticulture, je ne sais pas comment ça se passe, mais est-ce que vous pensez que sur un territoire justement pour commencer à travailler davantage en synergie ensemble, il y aurait un intérêt justement à mettre en commun certains outils comme le propose la Charles sur la pêche? Est-ce que ça se fait déjà? Est-ce que là, il y a un enjeu aussi pour l'avenir? Sur les outils de production, parce que ça n'a pas beaucoup. J'ai un De problème de réseau, donc valorisation. vous avez entendu, mais Mm. de valorisation. Mais aujourd'hui, c'est exactement ce pourquoi ont été créées les appellations. D'avoir aujourd'hui un label de qualité qui puisse déterminer une zone géographique définie avec un cahier des charges qui était prédéfini et qui permet à tout le monde de comprendre avec euh, un label d'où cela vient et comment ça a été fait. Et ça a été un vrai progrès. Et globalement, toutes les régions du monde qui, à un moment donné, passent par une phase de crise économique agricole finissent par arriver à ce type de système-là parce que c'est globalement celui qui est, je dirais, le mieux structurant. Après, derrière, il y a aussi les outils humains qui peuvent être mis en place, je dirais, en commun entre les. On a la chance à Calvi d'être dans une appellation où il y a beaucoup de communication entre les producteurs, il y a beaucoup d'entraide, donc ça nous amène à partager des expériences, à partager du matériel, puisqu'on achète de temps en temps des fois du matériel ensemble, et on voit globalement que la synergie de groupe, elle est positive pour tout le monde. Elle crée clairement, je dirais, une vraie marche en avant pour l'ensemble de la viticulture. Donc pour moi, la logique de groupe, elle est, je pense, intimement liée à la notion de progrès, peu importe la culture. Émilie, vous voulez témoigner aussi là-dessus? Avant de donner la parole à Mathilde, qui n'a pas encore pris la parole. Alors rapidement, oui, je pense que lorsque le but est commun et que c'est la qualité que l'on vise, il est certain qu'on ne peut pas marcher seul. Et donc, la preuve en est que autour de nous, plusieurs personnes qui venaient au moulin pour faire leur huile d'olive, qui apportaient leurs olives pour faire leurs bouteilles, etc., ont aussi, voilà, on a fait beaucoup de partages, etc. Et du coup, on voit certains qui ont pu aussi se faire primer à l'international, avoir une démarche un peu comme la nôtre, et ça, c'est toujours bien. Après, bien entendu, la problématique que moi je posais, c'était simplement que l'oléiculture est en baisse. Donc, pour avoir un groupe, il faut avoir du monde. Pour avoir du monde, il faut que la culture elle-même soit un petit peu rentable, comme vous l'avez dit, Charles. Si c'est pas rentable, on va pas aller vers cette culture-là, en sachant que, par exemple, je vous donne un exemple, l'arbre, l'olivier, lui, il va arriver en production réelle à partir de la 7e année, et qu'un prévisionnel, que ce soit pour son installation en tant que jeune agriculteur ou par rapport à une banque, vous donne, vous exige une rentabilité avant cette date. Donc généralement, ce n'est pas approprié. Voilà, vous voyez, donc structurellement, c'est pour ça que je parlais de structurellement. Oui, le groupe, c'est bien, mais il faut aussi une structure verticale qui soit dans le sens pour amener ce groupe à s'établir et avoir un sens. Sinon, on fait comme pour les pêcheurs, on n'existera peut-être plus dans peu de temps. Ouais. En parlant de rentabilité et de rémunération, comme vous le mentionnez, c'est un rebond parfait pour donner la parole à Mathilde, donc de la plateforme We Can Do, puisque je crois savoir que l'origine de cette plateforme, c'est justement cette réflexion sur le prix des produits des artisans, souvent considérés comme onéreux de la part du grand public, et donc pour un petit peu travailler sur cette image, casser cette idée-là, et puis surtout prendre conscience de ce que représentent ces métiers-là, de ce qu'ils demandent, de la manière dont ils sont coûteux, engageants. C'est un peu l'origine de la plateforme We Can Do. Donc, Mathilde, vous pouvez nous présenter un petit peu la démarche de la plateforme et puis surtout vous inscrire justement dans ce débat sur l'importance de valoriser aussi le travail artisanal auprès des politiques publiques. On vient de le voir, c'est hyper important, et auprès du grand public aussi. Tout à fait, oui, merci Nelly. Alors, We Can Do, pourquoi en effet We Can Do existe? Les fondateurs, il y a déjà 6-7 ans, se sont rendus compte, en effet, qu'il y avait une certaine
méconnaissance en fait des savoir-faire, qui impliquait que l'artisanat était assez peu consommé parce qu'il y avait une perception de prix qui était assez élevée. Et donc, ils ont voulu réajuster cette perception. Ils se sont rendus compte aussi que, parce qu'ils ont fait le tour de différents artisans en France pour échanger avec eux justement et pouvoir parler de leur mode de fonctionnement, de leurs contraintes, etc. Ils se sont rendus compte aussi euh, que, bah, en effet, comment dire, ils avaient envie aussi de transmettre ce savoir-faire pour qu'ils puissent perdurer. Euh, et donc, les fondateurs ont décidé donc de créer Weekendoo en 2017 pour venir en aide aux artisans, pour leur apporter un soutien et pour sensibiliser les consommateurs à l'artisanat. Euh, donc, Weekendoo a mis en place des ateliers euh, qui font se réunir donc grand public et artisans pour l'initiation à différents types de savoir-faire. Donc, l'idée, c'est que n'importe qui puisse se rendre dans l'atelier d'un artisan ou d'un producteur dans son domaine pour s'initier à son savoir-faire et que la personne, le participant, puisse donc réaliser de ses propres mains un produit, un objet et que la personne puisse repartir avec. À travers donc, ces initiations, le participant va être sensibilisé à ce qu'un métier de producteur et d'artisan implique. Et donc, il sera plus enclin aussi à consommer des produits artisanaux et donc aura plus d'empreintes sur son territoire en soutenant aussi une économie locale et en privilégiant des circuits courts par la même occasion. Donc, ces ateliers se font de façon, j'ai envie de dire, parallèle à leur activité principale. On n'est évidemment pas là pour remplacer l'activité des artisans, des producteurs, pas du tout. On est là pour les soutenir à travers donc, ces initiations, ces ateliers découvertes qu'ils font en parallèle. Et en moyenne, grâce à ça, ils peuvent bénéficier d'environ 800 € en plus par mois. Donc, ça peut par exemple permettre de payer un loyer. Ils peuvent aussi donc aller à la rencontre donc, de leurs consommateurs et les sensibiliser davantage. On leur permet aussi d'être un peu plus visibles parce qu'aujourd'hui, certains souffrent en fait d'un manque de visibilité. Donc, on pallie ça. Et puis, voilà, on leur offre l'occasion de rencontrer aussi d'autres artisans, puisque la notion de communauté est importante pour nous. Et on a mis en place donc, ce qu'on appelle des pots d'artisans, mais tous les 2 mois, dans chacune des villes où nos artisans se trouvent, pour qu'ils puissent se rencontrer. Donc aujourd'hui, la communauté compte plus de 2700 artisans partout en France et à l'étranger aussi, en Belgique et aux Pays-Bas. Et donc, de ces rencontres, justement, émergent des projets, des idées, des échanges de bonnes pratiques. Ça peut être aussi l'occasion de mettre en commun, comme vous le disiez, des outils de production, etc. On organise également des webinaires donc, qui sont portés par des professionnels. Ça peut être des artisans aussi de la communauté et qui visent à sensibiliser sur certains sujets, de la même façon à échanger des bonnes pratiques. Ça peut être calculer un seuil de rentabilité, ça peut être comment améliorer l'expérience des participants lors des ateliers. Donc, différentes choses qu'on a mises en place. Ce qui est important de souligner, c'est qu'on existe vraiment pour soutenir l'artisanat, pour le mettre en lumière, pour apporter donc une source de revenus complémentaire à ces artisans qui ont parfois du mal à en vivre. Et puis de créer du lien. Ce lien est très important pour nous, donc du lien entre participants ou consommateurs, entre consommateurs et artisans producteurs, et entre les producteurs artisans eux-mêmes à travers, comme je l'ai dit, donc ces pots d'artisans, etc. Et c'est la notion de sensibilisation qui est très importante, réapprendre à consommer aussi, parce que on n'a pas toujours on n'a pas toujours conscience de ce que implique le travail artisanal, et, c'est pourtant très important de faire perdurer ces savoir-faire. Et à travers votre expérience, est-ce que vous pouvez témoigner d'une évolution comment dire, on vit dans une société qui nous a quand même beaucoup dévalorisé le travail manuel, qui nous a coupé aussi beaucoup de notre capacité à faire par nous-mêmes, et que les consommateurs, le grand public puissent même de manière très temporaire renouer un petit peu avec le faire avec ses mains, avec des matières qui sont plus nobles, qui partent peut-être de ce qui nous entoure. Est-ce que pour vous, il y a un pouvoir transformatif important? Est-ce qu'il y a des témoignages dans ce sens
sens-là? Est-ce qu'il y a des parcours qui démarrent de là? Peut-être que Charles pourra témoigner, parce que je crois qu'il a démarré lui-même en allant sur des bateaux de pêcheurs, et c'est à partir de là qu'il a eu l'idée de Poiscaille. Mais est-ce que vous, dans votre expérience, vous pouvez faire remonter des témoignages de ce Tout à type-là? fait. Oui, en effet, il y en a beaucoup qui cherchent à avoir ce contact à nouveau avec la matière. On voit, enfin, on a besoin d'avoir une emprise sur le réel, et c'est aussi à travers les travaux manuels que ça passe. Et on le voit, enfin, lors des ateliers, ils sont enchantés de pouvoir réaliser quelque chose de leurs propres mains, de mettre la main à la pâte, de comprendre aussi comment sont fabriqués pardon, les produits qui les entourent. Et non, c'est super, ils sont ravis. Et certains d'ailleurs envisagent même de se réorienter. On a aussi beaucoup de passages vers du professionnel, hein. Enfin, dans les deux sens, on accueille donc des artisans qui eux-mêmes ont déjà fait ce passage-là. Et à travers des initiations, des ateliers découvertes, d'autres se posent la question aussi de se réorienter vers des activités voilà, artisanales. Alors, je crois savoir que localement, pour vous, l'Office du tourisme de Calvi-Balagne organise aussi ce type d'atelier, de rencontres entre les artisans et le public. Est-ce que vous, Marc-Andrea, Émilie, et puis peut-être Charles, sous un angle un peu différent, ça vous parle aussi cette dimension? Est-ce que c'est une composante qui vous paraît essentielle pour vous parler? Vous avez mentionné plusieurs fois la possibilité de voir disparaître certains métiers, certaines pratiques. Est-ce que là, il y a un enjeu? Est-ce qu'on touche à un des enjeux majeurs, en plus de la question de la politique commune et de la filière? Avec les micros. Bah, en ce qui me concerne, je trouve que voilà ce dont Mathilde parle, c'est très très bien. D'ailleurs, cette approche consommateur-producteur, d'ailleurs, on fait beaucoup de pédagogie au moulin, les gens viennent visiter, donc on a une grande fidélité de la part des consommateurs justement pour ces raisons-là. Par contre, je suis quand même assez pessimiste sur le sort des producteurs, dans ce sens où il n'y a jamais eu autant de désert au niveau de la main-d'œuvre, au niveau de la formation, de potentielles personnes qui veulent entrer réellement dans le monde de l'agriculture, de la pêche ou autre. Je veux dire, non, il n'y en a pas. De la reconversion non plus, je n'en vois pas. Je pense que peut-être en partie le travail manuel n'est pas quelque chose qui est vraiment revalorisé, pas vraiment. Et je pense aussi parce que c'est dur dans le sens où Charles disait. Ah, on vous a perdu, Émilie. On vous entend plus. Du coup, je vais rebondir, on vous redonnera la parole après. Marc-Andrea, est-ce que vous avez envie de témoigner, vous aussi, du coup, sur cette question de potentielle disparition de certains petits producteurs, de certaines pratiques dans le métier? Est-ce que c'est un enjeu que vous sentez, ou vous, en viticulture, vous n'avez pas ces problèmes de reconversion? Est-ce que la jeune génération arrive? Comment ça se passe pour vous? Désolée, Émilie, on vous reprendra, on vous a perdu. Celui-là, encore une fois, la filière viticole, elle est un petit peu à part, puisque on est là aussi dans des notions économiques qui sont un peu plus confortables que ce que peut connaître le monde oléicole. Globalement, on est en capacité de valoriser des produits, même si on connaît la même difficulté à l'installation. C'est-à-dire qu'une vigne, entre le moment où on la plante et on a les premiers raisins, il faut 3 années. Le temps que les raisins arrivent dans une logique de qualité qui permet de valorisation, il faut encore quelques années. Donc là aussi, dans la logique d'installation, ça reste quelque chose qui est compliqué. C'est pour ça que dans le milieu viticole, on est en règle générale plus dans une logique de transmission que de création de nouvelles exploitations. Mais globalement, comme c'est un secteur qui est valorisant et est valorisé, on observe depuis ces dernières années, en tout cas en Corse, une installation une création de nouvelles exploitations qui laisse à penser que le métier en lui-même, je ne pense pas, ne connaîtra pas de pénurie d'hommes et de femmes pour les années à venir. En revanche, ce qui risque d'être beaucoup plus compliqué, c'est de continuer à produire de façon qualitative avec l'évolution climatique telle qu'on l'a prédit. Là, aujourd'hui, il y a, je pense, beaucoup d'exploitations, notamment de petites structures qui ne sont pas forcément très bien organisées, qui ne sont pas forcément très techniques, qui vont souffrir le plus de ces baisses de rendement et de qualité de raisin et qui vont peut-être remettre en cause leur pérennité. Mais on est plus dans je dirais, des conséquences d'ordre climatique que vraiment humaines.
Du coup, je propose d'ouvrir le chat si parmi ceux qui nous entendent ont envie de poser des questions ou des réactions. Moi, je vais les lire et le relayer au fur et à mesure. Du coup, n'hésitez pas là dans la rubrique commentaires à faire part. Sinon, peut-être Charles aussi, est-ce que vous avez envie de témoigner sur cette question? Est-ce que au niveau de la pêche artisanale, on a un attrait de la nouvelle génération? Est-ce que les jeunes qui arrivent sur ces métiers-là ont envie d'être plus sur de l'artisanal? Ou pas? Comment ça se passe au niveau des formations et de la valorisation du métier? Est-ce que vous avez envie de témoigner là-dessus? Oui, alors moi je vais plus témoigner des échos que j'ai parce que je ne connais pas parfaitement le paysage, mais je comprends et je sais que la filière a énormément de mal à renouveler euh, les, euh, les marins. Il y a une grosse génération, une génération là, qui va partir à la retraite et qui aura du mal à être renouvelée. Et puis avec un enjeu plus large, c'est-à-dire que le risque que les bateaux soient rachetés par des capitaux étrangers avec des logiques de concentration dans des gros navires, quoi. Donc nous, c'est un de nos combats. En tout cas, on espère contribuer ou lutter contre ça chez Poiscaille en disant on maintient des pêcheurs côtiers dans les ports de pêche plutôt que de voir des grosses unités se concentrer au large et jamais toucher le port dans lequel le poisson va être vendu ou consommé. C'est un vrai sujet, effectivement, à cause de plusieurs facteurs. Un, je pense la pénibilité du travail. Malgré le fait que à la pêche, contrairement à l'agriculture, ce que je comprends, les salaires sont quand même plus élevés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un matelot qui démarre sur un bateau, l'enjeu pour un patron aujourd'hui, c'est de lui donner 3 000 € par mois avec une formation d'un niveau bac à peu près. Donc il y a possibilité de bien gagner sa vie à la pêche, par contre dans des conditions de travail qui sont souvent impensables, où c'est du 18 heures par 24 heures à démailler des poissons et remettre des filets à l'eau dans en gros une grosse boîte qui vibre et qui fait beaucoup de bruit plutôt que dans une zone confortable ou dans un cadre qui paraît agréable comme ce qu'on peut voir parfois en agriculture. Et donc, pour moi, l'enjeu, c'est l'écho qu'on a de pas mal de pêcheurs et je pense que cela et ce modèle-là peut séduire pas mal de monde. C'est, bah oui, j'adore la pêche, j'adore être en mer, mais j'aime y être en étant 8 à 10 heures par jour. Je rentre chez moi, je peux voir ma famille, je peux avoir une vie à côté de mon travail productif qui est souvent aliénant. Et je pense que ce modèle-là, il atteint ses limites aujourd'hui. Être dédié à la pêche 18 heures par jour, pas voir sa famille, pas voir ses enfants grandir et finir cassé à la fin de sa carrière, je pense qu'il y a plus grand monde qui est prêt à signer pour ça aujourd'hui. Et donc ça, c'est vraiment le gros changement. Mais pareil, pour moi, c'est une des clés reste ce sujet de rémunération des producteurs. Et pour les faciliter à l'installation, moi, je trouve que le travail que fait Terre de Liens est assez inspirant. Je ne sais pas si vous connaissez cette foncière qui essaye de préempter les terres agricoles avant qu'elles soient rachetées pour être concentrées dans des très grandes exploitations intensives. On adorerait qu'un système similaire se monte à la pêche. Et on espère que Poiscaille pourra permettre à ces bateaux de gagner beaucoup d'argent avec du poisson pas forcément très connu et vendre ces mulets à très bon prix pour pouvoir repeupler les étangs côtiers de l'est de l'île. Ce serait un beau projet. Merci Charles. Cette question que vous souleviez du rapport finalement au travail, quel qu'il soit, qu'on soit sur la pêche, le monde agricole, on a de plus en plus de mal à trouver des médecins qui travaillent aussi le soir. Enfin, il y a une vraie transformation sociétale en fait sur ce rapport au temps, ce rapport au faire. À côté de chez moi, il y a une ferme qui existe depuis longtemps en fromage de chèvre et ils sont en train de s'associer à plusieurs pour justement essayer de trouver encore une fois ensemble une manière de s'organiser pour que chacun retrouve un petit peu d'air, notamment dans des métiers d'élevage qui demandent une présence extrême en fait sur l'élevage lui-même. Émilie, est-ce qu'on vous a retrouvé? Est-ce que vous avez envie de terminer ce que vous aviez commencé tout à l'heure? Est-ce qu'on vous entend? Aïe, 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 on vous entend toujours pas. Bon, c'est bizarre, ça marchait bien. Dommage.
Du coup, on n'a pas énormément de questions pour le moment. On a un témoignage d'Ingrid qui dit: artisane couturière, je suis heureuse de découvrir la plateforme Weekendoo et merci de défendre l'artisanat, d'essayer de faire comprendre au grand public que le prix fait main peut différer de la grande distribution. Est-ce que Mathilde, du coup, vous avez envie de réagir à ça et de peut-être aller un peu plus loin sur ce que vous me disiez par téléphone sur la manière dont vous essayez aussi que localement, il y ait des réseaux d'artisans qui se créent. On a vu tout au long du webinaire qu'en fait, il y avait aussi la nécessité de penser en commun l'avenir. Donc, est-ce que là-dessus, vous avez envie de réagir? Merci Ingrid. Non, bah, je l'ai dit, c'est à travers des événements qu'on organise pour faire se rassembler les artisans qu'on crée ces moments-là d'échange, de réflexion, à travers les webinaires aussi dont j'ai parlé. Donc, non, honnêtement, je vais quand même ajouter un point par rapport à ce qui a été dit en revanche précédemment. C'était que je suis d'accord donc avec Émilie sur le fait que les pouvoirs publics ne soutiennent pas suffisamment les métiers manuels et agricoles et qu'on a mis en ce sens en place une offre sur un pass culture pour qu'on puisse sensibiliser vraiment dès l'enfance, dès l'adolescence, les jeunes justement à l'artisanat et consommer aussi mieux. Merci. Émilie, on réessaye encore? Est-ce qu'on vous retrouve? Oh là là, bon, eh ben désolé, c'est un muselage un peu radical, mais peut-être via les commentaires, si vous avez aussi envie de réagir encore, je me ferai le porte-voix de vos écrits, ou peut-être que tout le monde arrive à les lire. On s'approche quand même de la fin du webinaire. Est-ce que Charles, Marc, Andrea, il y a des choses qui vous paraissent essentielles, que vous avez envie de partager, qui n'auraient pas encore été dites? Qui pourraient peut-être accompagner ceux qui nous écoutent et qui se posent plein de questions quant à leur propre pratique. Moi, je voudrais juste compléter sur la crise des vocations. Alors, j'arrive pas à voir si c'est un truc d'urbain qui finit par s'ennuyer dans ses métiers de bac plus 5 et qui, à 30 ans, décide de tout plaquer. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quand même une tendance, alors elle est peut-être faible de fond, mais d'une partie de la population qui se forme sur des études longues, vient travailler en centre-ville dans une boîte qui fait du commercial, du marketing derrière un bureau et qui à un moment claque la porte de ça en disant j'ai envie de retrouver un cadre de vie, une connexion à la nature plus importante. Nous, on a 2 personnes cette année qui ont quitté Poiscaille, une pour aller s'installer marin-pêcheur, ou en tout cas tenter, et une autre qui devrait finir en maraîchage. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une opportunité là à trouver. Et je pense que sur des productions qualitatives, en tout cas bien rémunératrices, j'imagine qu'il y a quelque chose à jouer. Je ne sais pas si le mouvement est suffisamment fort et sera suffisant pour pouvoir inverser la tendance à la désertification. J'ai changé par ailleurs avec Charles et Perrine Hervé-Gurier de la ferme du Bec et Loin en Normandie, je ne sais pas si vous la connaissez, qui a développé un système de micro-ferme en permaculture qui a été étudié par l'INRA et qui témoignait que la plupart des jeunes, pour le coup, qui avaient prévu de s'installer en 2018, essayaient d'être sur un système de micro-ferme en polyculture élevage. Est-ce que Marc-Andrea, vous, sur l'île, vous voyez aussi des envies qui changent de nature au niveau de ceux qui s'installent, ou est-ce qu'on est vraiment dans un mélange de tout ce qui peut être de l'ordre du patrimoine qui se transmet avec des envies de pratiques nouvelles? Comment est-ce que vous observez ça sur votre territoire? Alors, nous, dans la viticulture, on a globalement trois types d'installations agricoles, je le disais tout à l'heure. On a une transmission d'exploitation existante d'une génération à l'autre. On a aussi beaucoup de reconversions sur le tard, comme Charles vient de nous expliquer. On a des gens qui envoient tout valdinguer leur bureau et leur comptabilité et qui décident tout d'un coup de retrouver un petit peu de sens dans ce qu'ils font. Et donc là, on retrouve des gens qui, plutôt autour de la quarantaine, cinquantaine, commencent à
réinvestir ou à créer des exploitations viticoles. Donc, là-dessus, sur les exploitations-là, on ne peut pas dire que ce soit les exploitations qui sont les plus à l'avant-garde dans ce sujet. Et puis la troisième catégorie, qui sont là des jeunes qui effectivement ont fait des études, se sont formés et qui sont dans une logique de création d'exploitation. Et là, pour le coup, on retrouve effectivement des logiques permacoles, des logiques de polyculturelles, où on a des exploitations qui sont effectivement un peu plus contemporaines dans la façon d'aborder la logique de l'agriculture, mais toujours avec des équilibres économiques qui sont dans les premiers temps un petit peu branlants, ce qui fait qu'aujourd'hui les plus beaux exemples moi que j'ai pu voir sur des exploitations viticoles, vitivinicoles qui sont structurées dans une logique agroécologique ou polyculturelle et qui économiquement tiennent la route. Généralement, ce sont des exploitations qui ont fait une reconversion à un moment donné, qui ne sont pas parties de ce système-là dès le départ. Je pense que pour observer des exploitations qui ont une activité économique solide et qui dès le départ sont parties dans une logique de permaculture ou polyculturelle, il faudra attendre encore un petit peu. Elles sont trop jeunes pour l'instant. Dac, eh ben, je vois qu'on arrive au bout de l'horaire du webinaire. Il y a quand même Justine sur le chat qui nous dit que sur l'île, les envies sont quand même largement freinées par l'accès au foncier. Et Charles parlait justement du travail de terre de liens tout à l'heure. Là, ce webinaire est organisé dans le cadre du travail de l'Office de tourisme. Donc, on voit qu'il y a aussi un lien fort, en fait, sur notamment les territoires qui accueillent une forte activité touristique. C'est peut-être quelque chose qui sera travaillé ultérieurement. Charles, vous vouliez dire un dernier mot? Oui, pour réagir sur le commentaire de Justine, c'est un vrai frein, en tout cas, moi, que je vois côté pêche. C'est-à-dire que souvent, les territoires côtiers sont des territoires extrêmement sous pression pour même se loger, au-delà d'avoir accès aux bateaux de pêche qui serait l'équivalent du foncier en agriculture. Et ça, c'est un facteur sur lequel je pense que sans intervention publique, ce sera compliqué. Nous, on a la fierté d'avoir un pêcheur qui a pris 5 ans après avoir travaillé avec Poiscaille, a dit j'ai pu payer ma maison au Guilvinec et je me suis pas installé à 1 heure de route parce que le banquier voyait qu'il y avait les virements Poiscaille qui tombaient toutes les semaines depuis plusieurs années. Mais effectivement, je pense que c'est un enjeu crucial parce que si, en plus de passer 10 heures en mer, il faut faire 1h30 de voiture tous les jours pour aller jusqu'à son bateau et commencer à travailler, plus se taper des embouteillages 4 mois de l'année quand il y a du monde sur place, je pense que ça, on peut en rebuter plus d'un. Et donc, sans réservation de logement pour les productifs à l'année, je pense qu'il n'y aura pas un mouvement aussi fort qu'on l'espère. Émilie, Mathilde, un dernier mot avant de rendre l'antenne, comme on dit? Non, tout va bien pour vous? Émilie, est-ce que... Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est. Du coup, on va quand même prendre le temps de vous écouter. Non, la dernière chose à dire pour moi, c'est que l'oléiculture, c'est un métier qui est merveilleux. C'est sans doute le plus beau métier du monde. Il est certes pénible, mais on n'a rien sans rien. Et c'est notre patrimoine méditerranéen. Donc, pour ceux qui ont envie de faire quelque chose de beau, de bien dans la vie, il faut se diriger là. Merci pour ce beau plaidoyer, Émilie. Je pense qu'on va du coup s'arrêter sur cette belle note positive. On a esquissé pas mal de pistes. Peut-être qu'elles pourront être reprises différemment. J'espère que vous y êtes tous retrouvés. Moi, j'ai trouvé en tout cas nos échanges très nourrissants et très intéressants. Merci beaucoup pour votre présence. Je tenais à remercier Quentin qui était derrière toute la technique et qui a notamment beaucoup bataillé avec Mathilde pour qu'on puisse l'entendre et qu'elle soit avec nous. Le magazine Pioche aussi qui est partenaire et bien sûr l'Office du tourisme Calvi-Balagne. Et j'espère avoir l'occasion de tous vous retrouver sur d'autres échanges à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.